On en compte environ 5 coups d'État depuis 2021 en Afrique de l'Ouest, aussi l'Afrique centrale maintenant. Et principalement, ce sont les pays francophones où l'on remarque les coups d'État successifs depuis 2021. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre et surtout de lire entre les lignes qu'est-ce qui se passe exactement, mais surtout la lecture que nous allons faire de cette situation, c'est une lecture de la jeunesse africaine, des certains de pays concernés par ces coups d'État, des jeunes africains qui sont ici au Rwanda, mais qui suivent de près l'actualité au pays, des jeunes qui connaissent non seulement leur pays d'origine, mais également qui comprennent assez et qui ont voyagé et qui comprennent les réalités des autres pays dans la région dont ils sont ressortissants. Avec nous ici dans nos studios depuis Kigali, nous sommes avec Soro Siriki, il est jeune ivoirien, il est au Rwanda depuis quelques années maintenant. Soro, bienvenue. Ce n'est pas une première fois d'être avec nous dans Majuscule Propos. Merci beaucoup de te joindre à nous. Le merci est à vous de m'avoir invité à cette interview. Voilà, et comme on dit au pays, Ikazé, surtout, merci de nous avoir honorés de votre présence ici. Avec nous également, nous sommes avec notre jeune Gabonais, actualité oblige. Malheureusement, c'est dans des circonstances telles qu'elles sont aujourd'hui. Il s'agit de Delors Erwan. Vous êtes jeune Gabonais. Merci beaucoup d'être avec nous, comme on dit, Mbolo, chez vous. Bolwani, Mr. Eddy. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. C'est une situation très particulière pour le Gabon. Tout à l'heure, on sera également rejoint par Skype par Hassan Gourdé. Il est jeune leader au Niger, un autre pays africain, Afrique de l'Ouest, concerné par cette situation à ce jour. Il sera avec nous par Skype le temps que la technique s'apprête et que lui aussi soit prêt à intervenir. Mais pour commencer avec les deux dans nos studios, je commence par vous, Erwan. D'abord, vous avez les nouvelles du pays, la famille, tout le monde se porte bien? Oui, encore merci beaucoup, monsieur Di, de cette opportunité que m'a accordé d'être là. Je me présente encore une fois de plus. Mon nom est Delors Erwan. Je suis un étudiant en logistique. Je suis ici au Rwanda depuis pratiquement 2020. Alors, effectivement, au Gabon, j'ai des nouvelles de ma famille. Mais il y avait un temps, durant l'Internet avait été coupé. Donc, ça a été restauré à pratiquement 3 jours. Donc là, la famille se porte bien et là, nous sommes en train d'observer la situation au pays actuellement. Voilà un peu la situation actuelle. Alors, déjà, vous êtes loin, c'est vrai, du pays. Est-ce que avez-vous eu à un certain moment la peur de votre vie? C'est une situation quand même assez rocambolesque. Ce n'est pas une situation à laquelle le Gabon était habitué, malheureusement. Oui, effectivement, j'avais peur, surtout pour ma famille, parce que moi, je suis ici à l'étranger et ils sont là-bas. Et quand le gouvernement avait décidé de couper l'Internet, je me posais des questions, évidemment, parce que la famille est là-bas, et je me demandais comment ils vivaient, quelles étaient les conditions et autres. Et là, maintenant, depuis que ça a été restauré, là, maintenant, la paix est revenue de nos cœurs. Là, maintenant, je me sens un peu mieux, mais non, exactement. Voilà, c'est très important pour qu'on puisse revenir sur ça. Mais l'actualité oblige, il s'agit d'un coup d'État qui était donc intervenu au Gabon. C'est après un moment, des décennies entières, on a connu la famille des Bongo, notamment Omar Bongo et puis Ali Ben Bongo également, qui a succédé à son père. C'est 41 ans pour Omar Bongo, c'est 14 ans de pouvoir pour Ali Bongo. Mais pour rentrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais tout d'abord vous proposer ce qu'ont été les Bongo à travers les âges et surtout la gouvernance qui a été la leur du Gabon. Après ce reportage, on revient au studio. Quelques minutes après la publication des résultats de la présidentielle du 26 août au Gabon, donnant vainqueur Ali Bongo, des militaires ont annoncé sa destitution et la mise en place d'un comité pour la transition et la restauration des institutions, tout en dénonçant une parodie électorale.
À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Parmi la dizaine de ces soldats, des membres de la garde républicaine, unité d'élite et garde de la présidence, Ali Bongo n'aura donc pas survécu à sa réélection. Il est arrivé au pouvoir en 2009, à la mort de son père, après 40 ans de règne. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Des réactions pleuvent au niveau international. La France dit suivre de près l'évolution de la situation au Gabon. La Chine, de son côté, appelle au retour immédiat à l'ordre normal et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et l'Union africaine restent pour l'heure silencieuses. C'était là donc les circonstances déjà de ces coups d'État et de la destitution du président Ali Bongo. Vous, Erwan, je reviens à vous. Avez-vous été surpris par les événements, par ce coup d'État? C'est quelque chose qui vous a pris, quand je dis vous personnellement et les autres Gabonais, ça vous a pris à, comment on dit, à pied levé? C'est une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou y avait-il eu des signes avant-coureurs pour vous de ce coup d'État? Ok, merci Monsieur Eddy. J'aimerais dire d'abord que les vieilles habitudes ont la peau dure. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, nous, en tant que citoyens gabonais, on avait déjà anticipé plus ou moins que ces choses allaient arriver, qu'il allait avoir, que le régime en place n'allait pas se laisser faire comme ça. Donc maintenant que ce soit venu des militaires qui ont décidé de prendre les choses en main, pour nous, nous sommes vraiment, en tant que citoyens, nous sommes vraiment contents parce que, vous savez, un militaire n'est pas ni de la majorité ni de l'opposition. Lui, c'est seulement l'autre. Et on a vu que durant toutes ces années, durant tous ces 14 ans, le peuple gabonais a souffert, il n'y a pas eu d'évolution. Et donc là, en ce moment, nous sommes en train de l'observer. Nous voyons comment les choses sont en train de se passer avec la garde républicaine, effectivement. Donc c'est un peu là la situation. Donc je dirais qu'on n'a pas été surpris parce qu'on va dire qu'il y avait un ras-le-bol. Il y avait un ras-le-bol et c'était trop pour nous. Toutes ces années, vous savez, le Gabon est un pays riche, mais avec une population pauvre. C'est vraiment un très, très grand contraste, je veux dire. Donc, je crois que c'est là la situation. Donc, là, actuellement, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'observer maintenant comment la garde républicaine est en train de diriger les choses. Et il y a un signe assez flagrant, c'est que la population est contente. Elle est très contente parce que ça avait un ras-le-bol. Donc, je crois que c'est là le plus important. Nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de se passer et comment la garde républicaine comment l'armée va diriger les choses dans les prochains jours et dans le reste des temps. Voilà. Soro, vous êtes ivoirien. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est passée par là avec la guerre civile au début des années 2000, 2002, à l'époque du président, du général Gueye. Et puis très récemment également, il y a eu des discordes aussi dus après les élections. Doit-on dire que ce sont les vieux démons finalement qui continuent de hanter l'Afrique? Bien sûr, il y a des vieux démons qui continuent de hanter l'Afrique, mais ces vieux démons-là deviennent de plus en plus costauds parce qu'on remarque que dans les années après l'indépendance, les premiers coups d'État qui ont eu lieu ne semblent pas être pareils que ceux qui surviennent actuellement parce qu'il y a eu non seulement une évolution démographique, une évolution de l'idéologie politique, il y a l'économie, il y a le social qui ont évolué et surtout la jeunesse africaine aujourd'hui prend de plus en plus conscience des réalités sociales, politiques et économiques dans leur pays.
Et il y a une sorte de révolution, on va dire une révolution populaire dans ces pays-là. Et comme vous le soulignez, la Côte d'Ivoire a connu son premier coup d'État regretté en 1999. Après la mort d'Houphouët, c'était autour de Henri Konan Bédié, paix à son âme, qui est décédé récemment, qui a eu à prendre les règnes du pouvoir. Et il y avait eu une erreur de la part de Henri Konan Bédié. Et je pense que c'est ces erreurs qui se répètent aujourd'hui, parce que Henri Konan Bédié, en son temps, c'est lorsqu'il envoie l'armée au niveau de la Centrafrique, c'est cette même armée qui revient après pour lui faire le coup d'État en 1999. C'est pourquoi je suis contre le fait que la CEDEAO décide aujourd'hui d'envoyer, ou bien on va dire les pays de la CEDEAO décident d'envoyer leurs armées pour aller combattre les putschistes au niveau du Niger. Mais tout à fait que nous tenons compte aussi du fait qu'un coup d'État, c'est jamais une chose normale que nous ne souhaitons pas. Donc nous condamnons fermement le coup d'État et également nous condamnons le fait que la CEDEAO ou bien les pays de la CEDEAO souhaitent envoyer leurs armées combattre dans le Niger au niveau des putschistes, parce que c'est ces mêmes armées qui vont rentrer après. Et lorsque vous envoyez une armée combattre un putschiste, après, c'est les mêmes qui vont venir vous faire des coups d'État. Peut-être là, vous avez anticipé aussi, également pour ce qui est du sujet nigérien. Mais ce que je voulais beaucoup plus entendre de vous, actualité oblige. Bon, c'est vrai également, le Niger, ça fait partie de l'actualité, mais bon, les Gabon, c'est malheureusement à la page aussi aujourd'hui. Mais est-ce que le Gabon avait-il besoin, en tant que vous, parce que vous n'êtes pas gabonais, mais vous observez tout de même l'actualité en Afrique, et puis est-ce que le Gabon avait besoin d'en arriver là? C'est une situation que vous pouviez présager, pressentir, ou pouviez-vous lire entre les lignes et voir le Gabon, par exemple, en arriver à un coup d'État militaire, j'insiste là-dessus. Oui. Moi, je pense que c'était une situation présageable, mais ce n'était pas l'option envisageable. Parce que, comme je le dis, un coup d'État, ce n'est jamais un bien pour les populations. Mais lorsque, on va dire, l'armée ou bien les putschistes sont contraints à faire le coup d'État pour libérer la population, ça les amène à... C'est un fait accompli. Donc, ici, on donne au putsch pour pouvoir libérer la population. Et c'est, on va dire, historique dans la nation gabonaise parce que depuis Léon Mba, le premier président gabonais, Feu Omar Bongo arrive au pouvoir après le décès de ce dernier en tant que vice-président, parce qu'il était vice-président lorsque Léon Mba... Il était déjà aux affaires, lui. Absolument. Donc lorsque Léon Mba il tombe malade, il s'est fait soigner au niveau de Barcelone en Espagne, c'est au tour d'Omar Bongo en tant que vice-président de diriger la nation. Et il prend les rênes du pouvoir tout en changeant la constitution qui lui donne tous les pleins pouvoirs de pouvoir diriger cette nation. Et qu'il a dirigé jusqu'à 2009 à son décès. C'est son fils, en tant que ministre de la Défense, Ali Bongo, qui est renversé aujourd'hui, qui prend les rênes de ce pouvoir. Je pense, comme l'a souligné Erwan, il y avait un ras-le-bol parce que c'était plus une dynastie dans un régime, on va dire, républicain. Parce qu'il y a deux formes de diriger une nation. Il y a soit la monarchie, soit la république. Et la monarchie, par définition, c'est un chef d'État qui est là et lorsqu'il meurt, son successeur, c'est, on va dire, son héritier, donc un membre de sa famille, qui est notamment appliqué en Arabie Saoudite sans que personne ne se plaigne. C'est la même chose qui est appliquée au Japon. On a un monarque. La même chose est appliquée au niveau du Maroc. Et personne ne s'en plaint parce que les populations jouissent des richesses du pays. Mais lorsqu'on a une dynastie familiale, comme c'est le cas du Gabon, et que personne, ou on va dire la population, ne jouit pas des richesses, les richesses ne sont pas réparties également. C'est ce qui amène au fait qu'on a un putsch aujourd'hui après des élections contestées parce qu'on a eu la coupure de l'Internet. Il n'y avait aucun observateur, que ce soit national comme international. Donc il y avait tous les prémices qui donnaient déjà au fait qu'il y allait avoir un coup d'État. Et c'est finalement ce qui est arrivé et c'est regrettable. Et pour ajouter ce que vous entendez, M. Soro, j'aimerais dire aussi que c'est l'armée qui a fait le coup d'État. Donc cela pour à suffisance qu'il y avait un ras-le-bol aussi de la part de l'armée parce qu'eux, ils sont au contact de ces dirigeants-là. Ils ont vu que la population... Peut-être pour dire, c'est des proches du président.
Ça, je ne saurais le dire. Non, on a vu des proches du président au niveau de l'armée, c'est la garde présidentielle, les gens qui sont au contact ou qui étaient au contact avec Exactement. le président au jour les jours. C'est-à-dire que le ras-le-bol dont vous faites mention, ça commençait par eux également? Oui, exactement. Ça, c'est mon point de vue. Parce que je crois aussi que quand l'armée, c'est vrai que l'armée, ils sont là pour obéir aux les autres, mais quand ils voient que leur famille, parce qu'ils viennent de ces familles-là, il faut dire ces militaires, quand ils voient que la population n'évolue pas, qu'il n'y a pas d'évolution, évidemment, ça touche aussi ces gens-là. Mais j'aimerais aussi préciser qu'il y a eu, évidemment, il y a eu un putsch, mais il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de violence. Donc c'est aussi ça le côté positif. Voilà pourquoi la population était dans une effervescence. Et là, maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'on veut voir réellement les choses changer. Ça, c'est vraiment le plus important. On ne condamne, on n'est pas là pour taper du poing sur la table contre le régime. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais là, c'est le temps de le rebâtir. C'est le temps d'aller plus loin, d'aller pour que les Gabonais puissent bénéficier des richesses de leur terre. C'est ça le plus important. On quitte un tout petit peu le studio pour se rendre au Niger. Je ne sais pas si il est prêt, Hassan. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, je suis là. Voilà, salam alaikum. Hassan, ça va? Alaikum salam, bonsoir. Bonsoir. Alors, Hassan Gourdé, je rappelle que vous êtes vice-président de l'association de jeunes leaders au Niger. Déjà, Hassan, c'est vrai, on aura le temps de parler et de nous focaliser sur le Niger, mais comme on était sur le point du Gabon, vous, déjà, au Niger, c'est une situation un peu compliquée à ce jour. Dans quelles conditions ou comment avez-vous déjà appris ou avez-vous vécu l'annonce du coup d'État au Gabon? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette émission vraiment importante pour la jeunesse africaine. Alors, par rapport à votre question, effectivement, nous étions, en tout cas ici au Niger, sous la pression de la communauté internationale, de la communauté sous-régionale. Et voilà, devant nos petits écrans, on apprend qu'au Gabon, il y a un coup d'État. Évidemment, au Gabon, on peut ne pas être surpris pour deux raisons. La première raison, c'est du fait que, comme l'avait dit mon frère, c'est une dynastie qui s'est installée dans une république, ce qui n'est pas, en tout cas, ce qui ne pourrait pas être accepté par la nouvelle génération. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a un vent qui souffle. Je voulais dire peut-être malheureusement pour les États, mais quand même un vent qui est en train de souffler dans nos États, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou aujourd'hui en Afrique centrale, ça veut commencer avec le malheureusement. Ce vent est en train malheureusement d'emporter avec lui, en tout cas, toutes les républiques dirigées aujourd'hui par une classe politique connue depuis l'indépendance des États, malheureusement. Donc, ces deux raisons combinées font en sorte qu'en tout cas, nous, au Niger, on n'est pas surpris de voir qu'un coup d'État surgit au Gabon pendant un processus électoral. Déjà, les élections ont été contestées en pleine élection. On a coupé l'Internet. Donc, c'est les prémices qui montrent que déjà les élections ont été truquées. Et en pareille circonstance, on sait qu'en Afrique, en pareille circonstance, c'est dans des situations difficiles que souvent les militaires prennent le pouvoir. Et l'État du Gabon n'est pas exclu. Alors pour vous, vous voulez dire que ça n'était aucunement pas une surprise pour vous? En réalité, ce n'est pas une surprise. En suivant l'actualité au Gabon de la manière dont les élections ont été organisées, en suivant tous les processus avec, que ce soit les acteurs de l'opposition ou du côté du pouvoir, on peut vraiment ne pas être étonné de voir l'armée le pouvoir ou l'armée, ce n'est pas en tout cas surprenant dans cette ère que nous sommes en train de vivre. Alors,
Je ne sais pas si vous nous suivez toujours pour notre frère du Niger. Ça n'a jamais été une surprise. Est-ce que aujourd'hui, Herman, je vais revenir sur vous, oui. Il y avait un processus électoral qui arrivait presque à son terme. C'est vrai, il y a eu l'annonce des résultats qui a également suscité un tollé avec des manifestations. Aujourd'hui, nous avons l'opposition qui demande un recomptage des voix, une opposition qui veut que ils veulent en fait que l'on termine, ils demandent qu'on aille au bout du comptage des voix, qu'on finisse ce processus en fait. C'est-à-dire, autrement dit, que le coup d'État n'aboutisse pas à la prise du pouvoir de l'armée. C'est ce que cela veut dire. Exactement, exactement. Ils veulent. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, c'est une situation qu'on peut imaginer? Combien de chances pour vous, quand vous observez la situation, quand vous parlez aux gens qui sont au pays, est-ce qu'ils voient cette histoire, ce cas de figure arriver, que l'armée aujourd'hui qui a pris l'initiative, qui dit écoutez, le terrain politique n'a pas réussi, nous on prend les choses en main. Est-ce qu'on voit l'armée répondre aux desiderata, aux demandes de l'opposition? Ok, merci encore, Monsieur Eddy. Moi, je crois personnellement que dans cette situation, un recomptage des voix n'est pas la solution. Il serait oui, je crois qu'il sera préférable que, vu que c'est l'armée qui a décidé de prendre les choses en main, parce que, vous savez, au Gabon, malheureusement, ça c'est une réalité, la corruption est quelque chose qui est partout dans tous les secteurs de la société. Donc là, le but de cette armée... on ne va pas accuser les gens sans preuve, c'est vrai. Exactement, oui. Okay. En fait, le but pour lequel ils ont créé cette organisation, la CTRI, je veux dire, ils sont là pour aider, pour faciliter la transition politique. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées en amont. Donc moi, je crois, à mon humble avis, qu'il serait préférable de laisser d'abord l'armée prendre les choses en main. Parce qu'on a bien vu sous les chaînes nationales que la population est contente. Elle n'a pas manifesté contre l'armée, au contraire, elle les a applaudis. Donc je crois qu'il serait plus sage de laisser d'abord la CTRI prendre les choses en main afin de faciliter la venue du nouveau président, je vais dire. Et voilà, parce que il ne sera pas sage de mettre tout de suite là, sur le trône national, un nouveau président. Donc je crois qu'il est préférable de laisser la CTRI, de laisser l'armée, de guider, de faciliter les choses afin que le nouveau président puisse prendre sa position dans les bonnes conditions. Est-ce que vous comprenez, Soro, vous comprenez les inquiétudes de l'opposition, des membres de l'opposition aujourd'hui qui se disent, écoutez, nous déjà, on était sûrs d'avoir gagné les élections, voilà pourquoi on tient mordicus, qu'on puisse avoir un recomptage de voix. Comme ça, cela va valider et légitimer notre victoire. Et comme ça, on va prendre les choses en main. Et comme ça, les hommes en uniforme vont rentrer dans la caserne. Et la République va avancer. Et vous comprenez la position de l'opposition gabonaise aujourd'hui? Cette position est entendable. Non seulement entendable, mais aussi légitime. Mais on va dire qu'aujourd'hui, la légalité appartient à l'armée. Et juste avant de venir, je suivais comme ça l'interview de Brice Oligui, celui qui a pris le pouvoir actuellement, l'homme fort de Libreville, qui disait comme ça qu'il avait pris une figure de style en disant qu'au baccalauréat, lorsqu'il y a des fuites et qu'on annule le baccalauréat, il est annulé pour tout le monde. Donc c'était pour délégitimer la position de l'opposition, pour dire que c'est annulé pour tout le monde, l'élection est annulée pour tout le monde. Donc l'opposition n'a pas à se réclamer ou bien à réclamer un comptage de voix. Mais un comptage de voix aussi, on dira, si par exemple on refait un comptage de voix et que Ali Bongo est toujours porteur en tant que gagnant de cette élection, quelle serait la position de l'opposition? Donc je pense que la position à tenir actuellement, c'est... Pour vous, c'est une prise de risque
C'est une prise de risque, Il carrément. puisse y avoir un recomptage de voix. Absolument. Ça ferait rentrer Ali Bongo dans le... Tout à fait. Dans les calculs. Tout à fait. Parce que c'est comme si on délégitime l'armée maintenant. Oui. Et l'armée va dire, bon, on vous laisse faire vos choses, les politiciens. Et à la fin de la journée, la Cour constitutionnelle vient dire encore que c'est Ali Bongo qui a gagné et que on revient à la case départ. Ondo Ossa a perdu. Exactement. On retourne à la case départ. Donc je pense que la meilleure solution, c'est de laisser l'armée faire. Et l'armée doit organiser, et j'appuie sur le doigt, l'armée doit organiser des élections apaisées. Des élections inclusives et transparentes surtout. Omarou, depuis Niamey. Omarou, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, Omarou, j'aimerais vous entendre, entendre votre position par rapport à ça. Vous êtes du côté de l'armée, vous êtes du côté de l'opposition. Recomptage de voix ou une transition assurée par l'armée? En réalité, dans ce contexte, je peux dire qu'il est difficile de reprendre ou de recompter les voix. Parce qu'en écoutant déjà le discours des militaires, ils veulent instaurer une transition. Une transition qui va certainement aboutir à refonder l'État gabonais et à relancer le processus démocratique. Donc, en partant dans ce sens, on peut dire que ce que l'opposition exige n'est pas possible. Parce que l'opposition souhaite à ce que, en tout cas, le processus démocratique continue. Peut-être qu'ils vont gagner les élections. Certainement, peut-être à cause de ça, ils ont demandé que les partis soient reconduits. Je pense qu'à mon niveau, c'est une option pratiquement impossible au moment où déjà l'armée a fait sortir son agenda. Le programme est déjà lancé et je crois que c'est une option difficile sur laquelle il ne faut pas encore espérer un recul. Je crois qu'il faut peut-être accompagner tout simplement ce nouveau processus pour voir dans quelle mesure les militaires vont prendre en compte la situation de tous les Gabonais. Et alors, nous savons toujours les réalités quand même. Aujourd'hui, si l'armée s'installe, si l'armée est aux affaires, et que, bon, finalement, qu'un des leaders de l'armée se dise, OK, on peut prolonger la situation. Est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple, que l'armée puisse récupérer une situation et peut-être se pérenniser au pouvoir ou peut-être ne pas aller dans le sens de la logique de l'opposition. Par exemple, il y a certaines langues au niveau de l'opposition qui disent que c'est la continuité. Si l'armée reste au pouvoir, si l'armée garde la main, ça va être une suite déjà de la politique des Bongos. Ce sont des hauts gradés qui ont vécu aux côtés des Bongos et que le changement tant réclamé par l'opposition n'arrivera pas aussitôt. D'accord. Je crois que maintenant tout reste dans le même du peuple gabonais, puisqu'on doit maintenant, à partir de ce moment, on doit aller au-delà du camp d'opposition, de l'ancien régime ou des militaires. Il faut maintenant poser la question à savoir est-ce que les Gabonais soutiennent ce coup d'État? Si oui, alors les Gabonais doivent définir et même les priorités de leur pays. Je crois que c'est le plus important. L'opposition ou l'ancien régime ou les militaires, on va encore entrer dans un nouveau conflit qui ne sera pas en tout cas productif pour les Gabonais. Le plus important, c'est que les Gabonais puissent s'asseoir ensemble pour voir quel est l'intérêt de la République gabonaise. C'est le plus important à mon avis. Parce que s'il faut écouter l'opposition, alors une autre classe va sortir pour dire bon. Donc c'est l'opposition en réalité qui a fait le coup d'État. Ou si on laisse l'opposition, on va écouter l'ancien régime, alors l'opposition va dire donc c'est une continuité du régime de Bongo. Donc c'est pourquoi je dis le plus important maintenant, c'est que le peuple s'exprime pour donner les priorités nationales à cette transition-là, pour que ça soit une transition la plus courte possible, mais surtout la plus productive possible. Parce que le plus important, c'est vraiment que ces militaires puissent apporter des changements assez significatifs dans la gouvernance
de la République gabonaise. C'est le plus important. C'est vraiment l'inspiration du peuple qui compte à partir de ce moment-là. Ni l'opposition, encore moins le régime, ne pourrait donner une option normalement à ce processus d'être déclenché au Gabon. Je comprends votre position, c'est vrai, vous mettez au centre des intérêts la population, mais si au centre des intérêts à la population, mais le Gabon représente ou représentait ou a toujours représenté des intérêts pour certains partenaires, certains pays amis au Gabon, c'est notamment la France. Là, on ne doit pas passer à côté de ça. La France et le Gabon sont deux pays qui ont des relations assez solides, qui ont travaillé, collaboré dans plusieurs domaines, notamment domaine de développement, d'investissement. J'aimerais bien qu'on puisse suivre ce reportage de nos confrères de Africa News sur déjà la position de la France par rapport à ce qui se passe au Gabon. La France qui dit suivre de près la situation ou l'évolution de la situation au Gabon. Et quand la France dit qu'elle suit de près la situation au Gabon, ça veut dire ce que ça veut dire. La France suit avec la plus grande attention la situation au Gabon où un coup d'État a visé mercredi le président sortant Ali Bongo a déclaré la première ministre Elisabeth Borne mercredi à Paris devant les ambassadeurs. Une fois de plus, au cours de cette année, vous avez répondu présent et l'action du réseau diplomatique français a été marquée par la réponse à plusieurs crises majeures. Le coup d'État au Niger et désormais la situation au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention. Le Conseil gabonais des élections venait d'annoncer la réélection d'Ali Bongo quand un groupe de militaires est apparu sur les écrans de la télévision Gabon 24 pour mettre fin au régime. Invité à commenter ce coup, Joseph Borrell s'est montré prudent. Les nouvelles sont confuses. J'ai appris la nouvelle tôt ce matin. Si cela se confirme, il s'agit d'un nouveau coup d'État militaire qui accroît l'instabilité dans toute la région. Je ne peux pas en dire plus car je n'ai pas d'autres informations, mais il s'agit certainement d'une question qui sera abordée. Avec la succession des coups d'État en Afrique, le 7e depuis 2020, Joseph Borrell appelle à redessiner la politique européenne en Afrique. Toute la région, à commencer par la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et peut-être le Gabon, se trouvent dans une situation très difficile. Les ministres aujourd'hui, les ministres de la Défense, demain, les ministres des Affaires étrangères doivent réfléchir à ce qui se passe là-bas et à la manière dont nous pouvons améliorer notre politique à l'égard de ces pays. Il s'agit d'une question importante pour l'Europe. Jusqu'à sa réélection déjà très contestée en 2016, suivie de son AVC, puis sa longue convalescence ponctuée par un putsch raté en janvier 2019, Ali Bongo incarnait encore la longévité du régime. Voilà, c'est la position déjà de la France et également Joseph Borrell, donc l'Union européenne. Erban, vous êtes Gabonais. Lorsque, par exemple, un pays comme la France s'est dit préoccupé au plus haut niveau ou au plus haut point par la situation au Gabon, qu'est-ce que cela veut dire pour le jeune Gabonais que tu es? Tu as observé, tu as vécu, tu as vu, ou tu continues de voir les relations entre votre pays et la France et également les autres pays de la région. Ok, pour moi, je dirais que quand ils se disent préoccupés par la situation du Gabon, je crois simplement qu'ils veulent être toujours à la table. Ils veulent être au courant de tout le processus, de ce qui se passe au pays. Ils ne peuvent pas se passer du Gabon, je le dirais comme ça. Là encore, ici, le but, ce n'est pas d'attaquer, de taper du poing sur la table, mais je constate qu'ils ne sont pas prêts à laisser le Gabon comme ça. Ils veulent avoir un mot à dire sur la politique gabonaise et tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Évidemment, on peut voir la communauté internationale et autres, même les États-Unis et la Russie, qui se disent aussi également préoccupés. Donc je crois que voilà, c'est un peu la situation en fait. Voilà. Soro, la France qui s'est dit très préoccupée, c'est presque le même
discours qu'on a entendu lors des événements malheureux en Côte d'Ivoire. C'est le même discours. Qu'est-ce qui préoccupe au plus haut point ou davantage la France dans ce qui se passe? On va dire que c'est pratiquement les mêmes déclarations que nous observons lorsqu'il y a un coup d'État dans nos pays francophones. Mais pour revenir au cas du Gabon, le Gabon a une très longue histoire avec la France. Et jusqu'à présent, il y a toujours un territoire français au niveau du Gabon. Ils ont des troupes françaises qui sont toujours au niveau du Gabon. Et on constate que lorsque le feu Omar Bongo il a vécu sa première tentative de coup d'État, parce qu'il était victime de coup d'État, on va dire d'une tentative de coup d'État. En 2019. En 2019. Mais je vais parler du feu père Omar Bongo. Vous parlez d'Omar Bongo. Effectivement. Oui. Et lorsqu'il avait eu cette tentative de coup d'État, c'est au général de Gaulle qu'il fait appel. Le général de Gaulle, qui fut le président français en ce temps, qui fait appel à son attaché de presse au niveau des anciennes colonies françaises au niveau de l'Afrique, qui était Jacques Foccart. Et c'est à travers lui qu'on arrive à réinstaller Omar Bongo dans ses fonctions. On arrive à réinstaller Omar Bongo dans ses fonctions. Et c'est ainsi qu'il arrive à régner, notamment avec les accords qu'il avait avec la France. Parce que la France lui permettait, c'était une forme de paternalisme où c'est la France qui est le père et Omar était le fils au niveau du Gabon et c'est la France qui dictait les politiques. Mais comme on le disait, il y a une évolution de la situation aujourd'hui. Et notamment, on doit pouvoir repenser les accords, que ce soit les accords économiques, les accords sociaux, les accords culturels, les accords politiques avec nos anciens colons. Et je pense que c'est ce narratif que nous n'arrivons pas à faire et ce changement de paradigme que nous n'arrivons pas à faire, notamment aujourd'hui, qui pose problème. Et je pense que l'Afrique, on va dire c'est le destin et on doit passer par là pour pouvoir obtenir notre indépendance réelle. Parce que l'indépendance est obtenue sur le papier pour le moment, mais en réalité, nous vivons toujours dans des termes paternalistes, toujours avec la France. Et lorsqu'il y a un coup d'État, toujours on veut entendre la réaction de la France, la réaction des Nations Unies ou bien la réaction de la communauté internationale. Mais en tant que citoyens africains, qu'est-ce que nous faisons nous d'abord? Il ne faut pas toujours se victimiser en accusant l'autre. Mais qu'est-ce que nous faisons d'abord? Quelle est notre part de responsabilité lorsqu'il y a ce genre de situation? Je pense qu'au niveau de la CEMAC, parce que le Gabon fait partie de la zone CEMAC, l'Afrique centrale. Déjà, il y a CEMAC, de la CEAC également. CEAC également. Déjà, dans cette zone, on observe que la plupart des dirigeants de cette zone de la CEMAC ont une longévité politique au pouvoir. Notamment au Cameroun, nous avons Paul Biya qui a pratiquement 40 à 41 ans de pouvoir. Il y a celui de la Guinée équatoriale qui est le plus, on va dire, en termes d'âge au niveau de la politique. Est-ce que le problème, c'est la longévité au pouvoir ou le problème, c'est la gestion des affaires publiques ou la gestion de l'État? Les deux y sont. C'est non seulement une longévité politique, mais une mauvaise gestion de la chose publique. Donc lorsqu'on observe que c'est le même qui est là et que c'est les mêmes choses qui se passent, ça conduit forcément à ça. Donc, notamment au niveau de la CEMAC, c'est qu'on arrive à mettre en place des mécanismes qui permettent qu'on n'ait pas seulement une famille au pouvoir ou bien un homme qui se dit providentiel, qui gère les choses mais qui les gère très mal. Sinon, on va toujours aboutir au coup d'État. Ça, c'est une première des causes. C'est pouvoir arriver à mettre des mécanismes en place qui nous évitent cela. Mais il ne faut pas toujours accuser la France ou bien accuser l'opinion internationale. Mais en tant qu'Africains, nous avons notre propre part de responsabilité à jouer là-dedans. Et après aussi, qu'est-ce qui conduit au fait qu'on entend la position de la France? C'est que le Gabon avait rallié notamment le Commonwealth depuis le 7 juillet 2022. Et nous avons observé que lorsqu'il y a eu les premières tensions, le discours du président Omar Ali Bongo s'est fait en anglais. Le discours, il est fait en anglais, ce qui montre qu'il y a une sorte de rupture entre son ancien colon, la France, parce que la population au Gabon, elle est française. Donc on sent une certaine rupture qu'il veut amener. Francophone. Francophone, pas française. Francophone, je veux dire. Voilà. Donc c'est une sorte de rupture avec l'ancien colon qui est la France, et il veut amener le pays à aller plus vers des convergences anglophones. C'est pourquoi il a fait le discours en anglais. Pour vous, il y a eu rupture entre des relations
traditionnel c'est ça, vous pouvez vous le confirmer? Est-ce qu'on a senti au cours de ces dernières années un détachement, un éloignement du pouvoir gabonais par rapport à la France? Ok, sur la base de mon observation, je dirais que oui, on peut sentir une séparation parce que la France se dit tout le temps préoccupée par la situation du Gabon, peut-être quand il y a des coups d'État de ce genre. Mais le problème est qu'il n'y a pas une réelle action de leur part. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle le Gabon a décidé de rejoindre le Commonwealth. On va dire qu'ils sont en train de chercher, le Gabon est en train de se chercher, on va dire, de trouver de nouveaux alliés. Parce que les Français aujourd'hui, vous savez, c'est Becherel, c'est de bien parler, mais le Gabonais, il veut des actions concrètes. Donc je crois que c'est là où est le souci. C'est ça. J'aimerais peut-être aussi, parce que lorsque vous, dans l'introduction de l'émission, on va revenir là-dessus juste avant la fin de l'émission, sur les similitudes entre les pays qui ont connu ces coups d'État au cours de ces 3 dernières années. C'est principalement des pays francophones. C'est vrai, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, aujourd'hui, pas plus qu'on parle du Gabon, mais la première similitude, c'est que le dénominateur commun, c'est des pays francophones. On va voir pourquoi les pays francophones aussi, pour ce qui va nous permettre aussi de chuter. Mais avant ça, on quitte un tout petit peu le Gabon pour aller vers un peu plus loin, en Afrique de l'Ouest. On va suivre les dernières nouvelles. En tout cas, les dernières positions aujourd'hui. La CEDEAO s'est prononcée. La France qui est revenue à la charge en disant elle se rallie derrière la position de la CEDEAO. C'est laquelle? C'est l'option militaire qui a été envisagée. Suivons cet élément et puis on revient. Craignant de se voir chassé du Niger, un de ses derniers partenaires au Sahel après la rupture avec le Mali et le Burkina Faso, Emmanuel Macron a lundi condamné les militaires arrivés au pouvoir depuis le 26 juillet dernier et qui retiennent prisonnier le président renversé Mohamed Bazoum. Le président français a réitéré son soutien à toute action envisagée par la CEDEAO. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. Emmanuel Macron a égratigné au passage Washington et certaines capitales européennes, dont Berlin et Rome, qui privilégient la diplomatie dans la crise nigérienne, quand la France se dit prête à soutenir une solution militaire de la CEDEAO. En attendant, Paris a suspendu son aide au développement et sa coopération militaire, sans pour autant dénoncer les accords de défense existants avec le Niger. Voilà, c'est parmi en tout cas certains points aujourd'hui dont il est question, qui font l'actualité au Niger, justement au Niger où nous sommes avec Oumarou. Oumarou, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Alors, la France s'est prononcée par rapport à la situation au Niger. La France soutient l'option militaire. Comment vous, sur place, déjà vivez ces propos, cette position de la CEDEAO à laquelle se rejoint donc la France? Vous sentez-vous être la cible de tout le monde? En tout cas, nous ne sommes pas heureusement la cible de tout le monde parce que le plus important pour nous, c'est aujourd'hui le soutien populaire que nous avons un peu partout en Afrique et ailleurs. Je souligne entre parenthèses que déjà ce qui aux sanctions imposées par la CEDEAO, c'est pourquoi je n'arrive pas à être à l'île directement parce qu'ils ont coupé l'électricité injustement, raison pour laquelle je n'ai pas pu vous rejoindre en direct. Donc, c'est lié en fait aux sanctions de la CEDEAO, aux sanctions injustes que nous avons toujours. Alors,
nous avons été témoins, nous avons écouté les propos du président français Emmanuel Macron, que nous avons tous condamnés. Dans tous les cas, nous s'y attendions. On s'attendait que la France se positionne de cette manière, connaissant bien les liens de la France avec l'ancien régime, notamment le président Issou Mahamadou et son successeur, le président Bazoum Mohamed. Nous avons tous vécu le régime d'Issou Mahamadou, c'était pendant ce régime, les militaires français vont malheureusement occuper notre sol. Après, avec le président Bazoum, la même relation a continué jusqu'à l'arrivée des militaires. La France a condamné, et c'est tout à fait normal que la France condamne ce coup d'État, puisque c'est les intérêts de la France qui sont aujourd'hui menacés au Niger. La France a été chassée au Mali, au Burkina et aujourd'hui c'est le coup du Niger. Donc ça devient difficile en réalité pour la France de quitter finalement le Niger. On a demandé, ou nos autorités ont demandé, les ambassadeurs de tous les territoires dans le Niger, la France a refusé. On a demandé, les autorités nigériennes ont dénoncé les accords de défense avec la France. Les autorités françaises ont également refusé. C'est qu'aujourd'hui, chaque jour, jour et nuit, nous sommes au niveau devant la base militaire, la base Saint-Yves, qui se trouve à Miami, jusqu'à milieu de la région de Miami, où nous sommes en train de manifester pour demander le départ de ces troupes françaises qui sont totalement inutiles sur le sol nigérien. Nous avons toujours condamné, nous, en fait, le coup d'État. Mais ce coup d'État aujourd'hui est exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est un coup d'État soutenu par l'ensemble de la population nigérienne. Le Niger a connu 5 coups d'État. Le premier, c'était le président, le général Sékou. À l'époque, il n'y avait pas eu totalement de soutien populaire. Après, il y a eu le général Baré Nassara, puis Wanké, puis Salou Jibol, aujourd'hui le général Kani. Ce dernier coup d'État semble vraiment être ce qu'en réalité le Niger attendait. Parce que quand vous regardez, c'est dans toutes les régions. Le Niger a 8 régions, c'est dans toutes les régions. Dans les départements, dans les communes, les populations sortent pour soutenir le Niger et surtout pour demander le départ des Français qui se trouvent au Niger. Donc, nous avons été sanctionnés par la CEDEAO. C'est juste en réalité la CEDEAO, c'est-à-dire le chef d'État de l'organisation sous-régionale, mais dans la pratique, le peuple soutient le Niger. Quand on prend au Burkina, les autorités burkinabées ont soutenu le Niger, le Mali. Il y a un petit souci au niveau sonore, mais on aura compris les propos de Marou. Soro, il y a quand même deux choses. C'est vrai, nous condamnons les coups d'État militaires. On doit se comprendre là-dessus. Ce n'est pas constitutionnel. Mais malheureusement, celle-là est notre réalité à ce jour. Est-ce que vous comprenez, par exemple, que l'une des similitudes, on a parlé des pays francophones, mais aussi on remarque que c'est des coups d'État militaires qui rencontrent, Oumarou vient de le dire, différemment des autres coups d'État que le Niger a connus. Il a parlé du coup d'État contre le président Maïna Sara en 1999. Il a évoqué également le coup d'État, deux autres coups d'État que le Niger a connus. Tout à fait. L'une des ressemblances de ces coups d'État, y compris celui du Gabon, des militaires qui passent au coup d'État, mais la rue accueille, chante, fête, porte très haut les militaires, différemment ou contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre à dire, écoutez, les militaires ne doivent pas récupérer le pouvoir comme ça. C'est finalement la population qui se rallie derrière les militaires. Est-ce que ce n'est pas là une situation qui met dans un certain inconfort cette communauté internationale, mais même d'autres personnes qui éventuellement pourraient condamner ces coups d'État? Ou ça ne renforce pas la position même de ces militaires aujourd'hui? Tout à fait, c'est un cas de figure. On va dire l'opinion des putschistes ou bien des militaires est plus renforcée
lorsqu'ils ont un soutien populaire, donc un soutien de la part de la population qui sort dans les rues en effervescence pour les saluer. Mais à la différence du Niger, c'est que nous avons observé qu'au Gabon, les gens sont sortis parfaitement très heureux. Mais le premier cas de figure au niveau du Niger, c'est que dans les premiers jours, ou on va dire dans les premières heures de la tentative de coup d'État, c'est qu'il y a une partie, on va dire une partie de la population qui est sortie pour soutenir le fait que les militaires devaient rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Et ces militaires ont eu à avoir des balles qui les ont été tirées là-dessus et elles sont retournées chez elles, ces populations. Mais ce qui renforce la position des militaires, qui dit militaire dit celui qui a l'arme. Par définition, il y a la population qui se soumet parce qu'on se soumet forcément à plus, avec qui on se sent plus en sécurité. Donc avec les militaires qui ont les armes, la population se soumet à ces militaires. Notamment, ce n'est pas toute la population qui est d'accord avec ce que disent les militaires, mais il y a plus, on va dire, si on fait la mesure, on va dire c'est plus soutenu à 80 et l'autre côté 20%. Donc les présidents de chiche sont peut-être soutenus à 20-10%. Et d'une part, la balance va plus en faveur des militaires qui prennent plus le pouvoir. Mais pour revenir à pourquoi la balance part plus du côté des militaires, c'est que la population en a marre de voir que c'est les mêmes choses qui se perpétuent. Parce qu'on va observer que lorsqu'il y a un développement social, économique, il n'y a pas à faire un coup d'État. Mais pour le cas du Niger aussi, il y a ce schéma qu'il faut prendre en compte du fait qu'il y a le général Tchani qui devait être démis de ses fonctions, du fait que le président Bazoum voulait le changer de fonction. Et il y a l'autre aussi qui devait être démis de ses fonctions. Il y a cela aussi qu'il faut considérer. Ce n'est pas parce qu'on doit être démis de ses fonctions, mais on doit être envoyé ailleurs qu'il faut forcément faire un coup d'État. Oui, lui qui devait être ambassadeur du Niger aux Émirats arabes unis. Exactement. Ce qui ne l'a pas plu et il a fait cette tentative de coup d'État qui a finalement abouti, à laquelle la CEDEAO a réagi de façon virulente en voulant envoyer des troupes, mais finalement qui s'est rétracté, qui est devenu à de plus amples raisonnement. Et coopératif. Peut-être pour terminer, à tous les deux, j'aimerais savoir, juste quelques secondes, quelle Afrique vous voulez voir? Parce que allons-nous continuer perpétuellement à changer les choses par les coups d'État? Doit-on attendre que l'armée prenne les choses en main? Quelle Afrique, par exemple, quel Gabon vous voulez voir demain, justement peut-être pour éviter cette situation? Merci encore, M. Eddy, pour la question. En tant que citoyen gabonais, moi, mon aspiration, c'est de voir un Gabon changer et voir toute la population gabonaise bénéficier de ses ressources. Parce qu'on peut voir au Gabon que le Gabon est un pays très riche, mais la population ne bénéficie pas de ces richesses. Je veux dire, en fait, il y a une répartition inégale des richesses. Donc je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Vous savez, le Gabonais lambda, il n'a pas besoin, il ne s'intéresse pas à toutes ces choses comme d'abord Gabon Summit Forest qui a été organisé il y a quelques mois et toutes ces choses, ces événements. Il veut savoir est-ce qu'il mange bien, les choses basiques, ce qu'on appelle la théorie de Maslow. Les choses, est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il est capable de scolariser ses enfants. Mais on voit qu'en ce moment, dans le pays, ce n'est pas la réalité. Et pour préciser que ce putsch au Gabon, quand vous observez la vidéo, ce sont des militaires de différents corps. Ce n'est pas uniquement la garde républicaine. Donc ce qui démontre à suffisance que l'armée a entendu les cris de la population, ils ont décidé de prendre les choses en main. Donc moi, en tant que citoyen gabonais, j'aimerais voir mon pays évoluer, voir chaque Gabonais être heureux et aussi voir la diaspora gabonaise, parce qu'ils sont très nombreux, par exemple au Rwanda, ils sont très nombreux ici, voir toute la diaspora être de retour au pays. Je prends un exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, dans leur pays, ils sont très nombreux qui sont en train de revenir. Ils sont très peu à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc je crois que c'est ça, c'est ce que nous voulons pour le Gabon, c'est ce que je veux pour mon pays, un pays où les Gabonais seront heureux et ils pourront bénéficier de toutes les richesses comme il se doit. Merci. En tout cas, merci à tous les trois, Eman, ainsi qu'à vous, Soro. On dit également grand merci à Oumarou qui intervenait depuis Niamey au Niger, à toutes les équipes au niveau de la régie. Merci beaucoup pour le soutien technique, pour que tout cela soit possible. J'aurai tout le plaisir à vous tous, fidèles de l'émission Majuscule Propos, de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro.
majuscule. Propos.